What's up tout le monde? Aujourd'hui, moi et Marc, on retourne dans nos jeunes années où est-ce qu'on était moins bien informés et on vous parle de où est-ce qu'on a gaspillé le cash sur des suppléments. Okay? Donc, stay tuned, on va vous parler de certaines choses trendy, comme la Purple K, on parle de collagène, on va parler de fish oil et quoi regarder exactement pour faire un choix éclairé parce qu'il y a certains de ces suppléments-là qui sont intéressants, mais il y en a d'autres qui sont aussi de la total crap. So, stay tuned. Alright, gros épisode aujourd'hui. La première chose que. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle des suppléments, pas les plus overrated, mais sur lesquels moi puis Bam, on a gaspillé le plus d'argent. Je sais pas à quel point Bam a gaspillé beaucoup d'argent dans des suppléments. Probablement un petit peu, c'est des trucs here and there. Perso, man, j'ai essayé beaucoup de suppléments. Il y a des fois où je vois pas ça comme un gaspillage parce que des fois, je veux tester quelque chose, je veux le voir, je veux essayer for myself, être capable de recommander ensuite. Fait qu'à ce moment-là, avoir eu un impact ou pas, je vois pas ça comme un gaspillage, plus un essai, un investissement sur un essai. Par contre, il y a des moments dans ma vie, cégep, université peut-être, secondaire for sure, que j'ai acheté des suppléments que, man, looking back, j'ai complètement gaspillé mon argent à ce moment-là. Fait que c'est un peu ça le but de l'épisode aujourd'hui. Puis ce qui m'a fait penser à vouloir faire cet épisode-là, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de hype sur un paquet de suppléments. Certains qui sont peut-être juste pas assez prouvés encore, qui sont intéressants. Tu sais, je veux dire, j'entends beaucoup parler de tout ce qui est le Shilajit en ce moment, qui, pour de vrai, est un supplément qui semble intéressant, mais pas assez proven, que je vais essayer un jour. Je l'ai jamais essayé, mais en ce moment, il y a un méga hype autour du Shilajit, un peu comme il y avait autour de l'ashwagandha ou le turkesterone l'an passé à la même date. Right? L'an passé, c'était ça les big things. Turkesterone, j'ai l'impression que ça a disparu. Il n'y a plus personne qui en parle déjà. Ashwagandha, je pense qu'on commence à mieux comprendre. C'est moins hype. Ça peut avoir sa place pour certains. Mais fait qu'il y a ça, puis il y a aussi le fait que j'ai reçu des questions sur le fameux AG1, qui est, à mon avis, pas un mauvais supplément, mais comme tous les gros podcasts le endorse, tout le monde en parle, c'est comme le big thing en ce moment, Huberman en parle, New Heights en parle, je veux dire, tout le monde parle de AG1, qui est, à mon avis, pas nécessairement un mauvais supplément. Je suis pas fan du fait que ce soit des proprietary blend, qui veut dire tu sais pas la quantité de quoi qu'il y a de tout, fait que ça, je suis pas nécessairement fan. Je pense vraiment que c'est overpriced. En tout cas, fait qu'il y a un paquet de suppléments comme ça qu'on voit en ce moment. T'sais, sinon, j'ai vu une autre vidéo cette semaine qui venait parler d'un paquet de suppléments overrated, parlait comme quoi les électrolytes étaient overrated. Je suis pas tout à fait d'accord. Anyways, c'est un peu ça le but de l'épisode aujourd'hui. Fait qu'on va juste parler de nos expériences personnelles, de sur quoi nous on a mis l'argent. Fait qu'on on couvrira pas tous les suppléments. On va parler de ce que nous on a essayé, de ce que nous on a peut-être cru à un certain moment. Fait que that's it. Bam, je te laisse peut-être commencer ou comme tu veux. Yeah, so, rafale, là, je pense que notre premier, c'est le même. Et un des suppléments alimentaires que j'ai commencé à acheter dans les pharmacies, back then, quand j'avais peut-être 16 ans, c'était les fish oil. Tout le monde disait que les fish oil, c'était bon. Je pense qu'un bon supplément d'oméga 3 et fish oil est excellent. Mais je veux dire, quand tu vas à la pharmacie et que tu demandes un supplément d'oméga 3, il va te sortir le Jameson. The famous Jameson. C'est ça, Jameson? Jameson, Je c'en est confonds. un. Jameson, c'en est un. Fameuse, ou sinon, quand je me faisais conseiller d'aller de prendre des oméga 3, ben, je m'en allais au Costco. Puis là, je prenais le plus gros Kirkland, gros de paquet, même. le plus cheap, exact, transparent. Là. Ouais. Puis c'est un waste of money, man, parce que la qualité de ce supplément-là est tellement importante si tu veux en avoir les effets. Puis comme 100%. 98%, 99% des suppléments d'oméga 3 que tu peux acheter là, en vente libre là, sont crap. 100%. Puis c'est pas juste dans les pharmacies, dans les épiceries puis chez Costco qu'il y a des suppléments de crap, de merde d'oméga 3. Il y en a partout. Les magasins de suppléments, il y en a plein. C'est vraiment de la crap. Puis mon problème avec ce supplément-là versus les autres, c'est que tu prends, je sais pas moi, je sais pas, tu prends une protéine cheap. It is what it is, là, comme, réellement, it is what it is. Tu prends un oméga 3 cheap,
pour de vrai, ça peut avoir plus d'effets néfastes. Tu sais, c'est pas juste neutre, ça peut être juste néfaste. Fait que, puis Exact. c'est Rendu là, achète-la juste pas, là. 100%. Puis moi, c'est ça qui me fait capoter parce que, man, on est d'accord, là, il y a personne qui veut juste mettre plus d'argent dans un supplément si tu peux avoir la même chose pour moins cher. Puis c'est pareil pour n'importe quoi. Je veux dire, tu vas acheter une paire de shoes, si tu es capable d'avoir la même paire de shoes pour moins cher, tu vas payer moins cher. On est tous comme ça. Puis tu sais, c'est pas parce que quelqu'un a un peu plus d'argent qu'il veut mettre plus d'argent dans quelque chose pour le nom de la marque, peu importe, mais pour l'oméga 3, ça vaut vraiment la peine de payer plus ou de pas payer pantoute. Man, fait que ça, c'est définitivement la première chose qui, pour moi, est fou parce que, un, sont toujours underdosed. Comme, hey, tu vas faire quoi avec 200 mg d'oméga 3 dans ta journée? T'sais, c'est comme, not much. T'sais, j'écoutais un podcast cette semaine avec Rhonda Patrick. Puis pour de vrai, en bas de 2 grammes par jour, il n'y a pas tant de bénéfices que ça. T'sais, à partir de 2 grammes, voire 3 grammes, là, on commence à vraiment avoir des impacts positifs. Pour certains, 1 gramme va être assez, là, mais Là, on parle de 2 grammes de PADHA, pas 2 EPA-DHA, grammes de fish oil. exact. Parce que souvent, ce qu'on voit sur les chips aussi, c'est 1 gramme d'huile de poisson. Oui, mais 1 gramme d'huile de poisson ne veut pas dire 1 gramme de EPA-DHA. La partie qui est importante, que tu veux avoir, c'est l'EPA-DHA, c'est la quantité. Parce que souvent, ils ne sont pas assez denses. Fait que tu vas avoir quelque chose qui a un ratio de, je sais pas moi, 3% de PADHA sur ta formule. Puis là, je donne des chiffres random, là, mais ça, c'est le problème. Fait que 3 grammes d'oméga 3 versus 3... Non, 3 grammes de PADHA versus 3 grammes d'huile de poisson, c'est deux choses complètement différentes. Vraiment pas la même affaire. Vraiment pas. Fait que ça, c'est la première chose. Après ça, souvent, les chips vont être oxydés. Je pense que le plus gros problème est vraiment là. Un oméga 3 cheap va souvent être oxydé, va avoir été exposé à la lumière, va avoir été exposé à la chaleur et dans un pot transparent et dans un pot en plastique où est-ce qu'ils sont beaucoup plus fragiles. Fait que ça, c'est l'autre chose d'un oméga 3 cheap. Puis ensuite, une des choses qui est underrated, c'est un oméga 3 cheap ne contiendra pas d'antioxydants. Puis s'il n'y a pas d'antioxydants, ben ton oméga 3 va être oxydé. Which is no bueno, mi amigo. Quand on dit pas d'antioxydants, c'est-tu comme sous forme de... Souvent sous forme de vitamine E. Ouais. Souvent sous forme de vitamine E. Des fois, il va y avoir des herbes style, c'est-tu romarin qui fait vraiment une belle job d'antioxydant ou quelque chose comme ça. T'sais, il y en a plusieurs façons, mais le plus commun, je te dirais, ça va être la vitamine E. Fait que, il y a So, ça. Puis y a-tu- ensuite, ouais. vas-y. Ouais, j'allais parler des pots transparents, là. Ouais, So, si je me trompe pas, les huiles de poisson, ton OPA, DHA, si elle est toujours exposée à la lumière, elle risque de se dégrader aussi de cette façon-là. mhm, Donc, un red flag automatique, si tu arrives pour acheter le gros pot, exemple au Costco, qui est transparent, c'est la même chose pour ton huile d'olive, by the way. Ben, tu le sais que ton supplément n'aura pas été bien gardé des rayons de la lumière. Et tu sais que exact. ton supplément à ce moment-là risque d'être ça te fait Ça se fait fuck up oxydé. par la lumière. Fuck up. C'est ce que j'avais en tête. Je voulais pas le dire. C'est fait fuck up par la lumière. Ouais, exact. Fait que ça, c'est un problème. Ensuite, ça, c'est plus rare qu'on le voit, là, mais on voit parfois des suppléments d'oméga 3 qui viennent pas juste de petits poissons. C'est niaiseux, là, mais... Puis un saumon, c'est quand même gros, mais ça reste considéré comme étant un petit poisson. Puis ça peut être un problème pour les contaminations qui peuvent avoir. Plus le poisson est gros, exemple, un tuna, là, un thon, là. Man, c'est un monstre, un thon, là. Je veux dire, tu veux pas faire face à tu veux pas faire face à un thon dans l'eau, là. Ça Comme, ressemble plus à un requin qu'un poisson. Même. c'est scary. Puis ils vont avoir des niveaux plus élevés d'habitude de métaux lourds, de mercure, des affaires comme ça, que tu veux pas retrouver dans ton supplément d'oméga 3, par exemple. Puis So, la dernière chose, puis ça, c'est peut-être la partie la moins grave. Par contre, moi, je veux m'assurer d'en avoir un qui fait la job pour ça. C'est puis ça, c'est 99% et plus des suppléments d'oméga 3 vont être en forme d'éthylester. Pas la fin du monde. Long story short, la façon dont ça fonctionne, c'est que dans la nature, dans ton poisson, ton oméga 3 est retrouvé dans le gras du poisson sous forme de triglycérides. Ça, c'est la forme qu'on la retrouve dans la nature. Tu manges un morceau de saumon, tu l'as en forme de triglycérides.
pour venir retirer l'EPA, DHA, puis venir le synthétiser puis en faire un supplément, ben, la compagnie de suppléments n'a pas le choix de le transformer en forme d'éthylester. Puis ça, c'est tout le monde. Même les meilleures compagnies de suppléments n'ont pas le choix de le faire. Par contre, tu peux le mettre dans un pot de supplément comme ça, puis on va le prendre, puis on va en assimiler une certaine partie. C'est ce que la majorité font. Parce qu'il y a un processus qui est dispendieux, qui s'appelle de remettre, si on veut, ton oméga 3 en forme de triglycérides, comme on le retrouve dans la nature, comme qui est beaucoup plus assimilable, bioavailable. Puis ça, il n'y a pas beaucoup de compagnies qui le font parce que ça coûte plus cher, puis plus ça leur coûte cher, plus ils doivent charger cher pour le supplément. Fait qu'il y en a beaucoup qui vont pas payer ça, ils écrivent juste rien sur le pot. S'il n'y a rien écrit sur le pot, c'est parce que c'est en forme de d'éthylester. Parce que si c'est en forme de triglycérides, je te promets que la compagnie va être assez fière, puis va vouloir le dire, puis va vouloir justifier son prix en forme de d'éthylester, puis ça va être juste plus assimilable pour ton corps. Pour moi, ça, c'est un no-brainer. J'aime autant prendre un supplément que je vais payer un petit peu plus cher, que je vais avoir besoin d'en prendre moins ou que je vais s'en retirer plus de bénéfices parce que je l'assimile mieux qu'un autre que j'assimile moins bien. Fait que ça, c'est peut-être mon dernier red flag qui me vient en tête là pour l'oméga 3. Éthylester ou forme triglycéride, la façon que moi je le vois, c'est que c'est un green flag, dans le sens que si ta compagnie prend le temps de faire ce processus-là, puis de te donner ce supplément sous forme de triglycérides, c'est qui care pour son produit. Il n'y a pas une compagnie qui se dit « Hey, je vais faire un produit cheap, qu'il n'y a pas une grosse concentration de PA, DHA, mais je vais le mettre sous forme triglycéride. » C'est dispendieux, pour moi, c'est un green flag. C'est OK, cette compagnie-là care. Exact. La même façon que, à mon avis, une compagnie qui va sucrer ses produits au stevia ou au monk fruit, c'est un green flag. Pas nécessairement qu'il y a du sucralose, c'est absolument un red flag à éviter, mais c'est un green flag de voir ça, que c'est une compagnie qui care, qui va mettre un peu plus d'argent dans ses produits, un peu plus d'efforts pour la santé de ses clients. Fait que, c'est bien dit. Stevia, maintenant, c'est rendu trendy aussi, là. Fait que quand tu peux mettre du stevia dans le truc, puis slapper le terme stevia sur ton étiquette, puis le monde va comme être « Ah, ça c'est ton stevia », puis ça va pas y, mais comme tu slappes le terme triglycéride sur ton supplément d'oméga 3, là, no one gives a fuck. Non, mais faudrait. Il faudrait. Mais comme c'est pas un terme trendy, fait que ça me donne encore plus confiance que stevia, parce que ils font pas pour le marketing, mais tout le monde s'en fout. Personne check vraiment ça. À part les quelques coachs qui sont plus informés, qui eux vont le recommander à leur athlète. Yeah, exact. No-brainer. Qu'est-ce qu'on dit là, au monde qui nous écoute, pour pas qu'ils se font. Parce que là, on a dit plein d'affaires, mais ils achètent quoi finalement? Quelle compagnie? Ben, compagnie, il y en a plein des bonnes, là. Côté qualité-prix, moi, je recommande ATP Lab. Il y a du monde qui nous ont demandé récemment si on était sponsor par ATP Lab. On n'est pas sponsor par ATP, c'est juste une bonne compagnie québécoise qui... Je connais pas beaucoup de compagnies qui font des produits autant de qualité à ce prix-là. Pour de vrai. Ils sont comme dans le range de qualité pharmaceutique, mais dans des prix plus sportifs, si on veut. C'est super. Il y a des suppléments que je recommande pas d'ATP parce qu'ils valent plus la peine ailleurs. Mais ça, honnêtement, moi, c'est un des go-to. Designs for Health, Designs for Sports, Metagenics, Pure Encapsulation, c'est toutes des bonnes compagnies auxquelles je vais recommander. Puis c'est rien à enlever. Comment? ATP Lab était québécois? Ouais, ils sont basés à Granby. Granby. Nice. Ils sont basés à Granby. Granby, nice. C'est Vincent Comtois, le fondateur de ça. Honnêtement, c'est quelqu'un que j'aimerais avoir sur le podcast éventuellement, qui est un naturopathe. Ce serait vraiment, vraiment, vraiment intéressant, Vincent. Fait que ça serait Vincent, ça. si tu nous écoutes, come back. Exact. On va avoir ça le pod. Exact. Fait que, yeah, that's it. Puis tu sais, si tu veux garder ça simple, pot en vitre, pot foncé, pas transparent, écrit triglycérides dessus, assure-toi qu'il y a un antioxydant dedans, puis c'est sûr que tu es en business. Puis encore une fois, s'il est écrit triglycérides, il va avoir un antioxydant, pour de vrai. Puis calcule ta dose en fonction de la concentration de PA et DHA et non en fonction du gramme de whatever supplément. Yeah, exact. Right. We're done with that. Je veux qu'on passe au deuxième. Fait que toi, l'oméga était ton premier. Je pense que je vais avoir une plus longue liste que toi de suppléments sur lesquels j'ai gaspillé de l'argent, mais le prochain, c'est pas que j'ai gaspillé de l'argent, mais j'aurais pu faire un meilleur investissement. OK?
Là, ça me fait fucking rire parce que quand on en a parlé dans un des derniers podcasts, les fameux ZMA, les ZMA, puis Le secret sauce. Max était convaincu qu'on disait des éléments, Z, E accent aigu, L, E accent aigu, M, A, puis il comprenait pas de quoi on parlait, des éléments. Là, j'étais comme des ZMA. Anyways. The secret sauce. Pour moi, ça, c'est un supplément qui est overrated, puis sur lequel je veux pas dire gaspiller parce que c'est pas mauvais ce qu'il y a dans des éléments. Tu sais, il y a du magnésium, il y a du zinc, il y a de la vitamine B6, puis des fois il y a d'autres choses dedans. OK? Par contre, ce que j'aime moins de ça, c'est que c'est un supplément qui a tout, mais qui sous-dose tout. Euh, je te donne un exemple. OK? Souvent, il y a beaucoup de gars qui vont prendre ça, puis qui, vu qu'ils prennent un Zalema, prennent pas un supplément de magnésium. Je te donne un exemple. Puis pour moi, le magnésium est plus important, est quand même important à avoir en haute quantité. Puis de manière générale, là, puis je nommerai pas la marque, mais j'ai pull up une formule vraiment populaire de Zedema que beaucoup d'athlètes prennent. Okay? La formule te donne 67,5 mg de magnésium élémentaire provenant d'une forme super assimilable, un magnésium glycinate, par capsule. De manière générale, le monde va prendre 3 capsules de Zedema. Si tu prends moins que ça, honnêtement, tu perds ton temps, là, mais prends 3 capsules, ce qui veut dire nous amène autour de 200 mg de magnésium, par exemple. Un petit peu moins que 200 mg de magnésium. Je pense que c'est sous-dosé pour aller retirer le maximum benefits du magnésium, par exemple. Puis je pense que d'un point de vue qualité, quantité, prix, tu serais probablement mieux de dire, bon, je vais prendre un supplément de magnésium, où est-ce qu'il y a des quantités adéquates de magnésium, puis un supplément de zinc à un autre moment de la journée. Puis sur le coup, ça va te coûter plus cher, parce que ton pot de ZMA va te coûter, je sais pas moi, 20$, 25$ pour 30 jours, à coûte 3 capsules par jour. Puis le magnésium, peu importe, c'est différent. Ça risque de te coûter un petit peu plus cher, mais tu vas avoir des quantités qui vont avoir un impact. Parce qu'à mon avis, n'importe quel supplément duquel tu n'as pas de résultat, tu n'as pas d'impact, qui est sous-dosé ou peu importe, ben, c'est un peu un gaspillage d'argent. Puis c'est un peu comme ça que je vois les éléments. Même principe pour, par exemple, le zinc. Souvent, un supplément de zinc, on va vouloir avoir quelque chose comme 25 à 30 mg de zinc élémentaire, si on veut, par jour. Okay. Versus un supplément de ZMA, celui que j'ai sorti, il y a environ entre 12 et 13 mg de zinc si tu prends 3 capsules. Fait que ça reste que tu viens sous-doser un paquet de trucs. C'est pas une mauvaise chose, mais je le vois un petit peu plus comme si tu prenais une multivitamine pour prévenir une carence que pour aller chercher les bénéfices de ce supplément. Fait que that's it. Je sais pas si... J'ai jamais acheté des éléments. Non? Le gros point qui sort du podcast, c'est que je suis un consommateur pas mal plus averti que toi, Marc, je pense. 100%. Moi, je buy into everything. Hey, as-tu déjà acheté... Il y a une affaire que je peux faire. J'ai déjà acheté de la créalcaline. De la Purple K. Moi aussi, les petits pots de Purple K. Moi aussi, 100%. Les petits pots de Purple K. Ça, c'était the shit back then quand j'étais au cégep. Ah, je sais pas, man... Qu'est-ce qu'ils nous disaient dans les magasins de suppléments pour qu'on achète ça? Ils disaient que c'était mieux absorbé. Puis que, mettons, une capsule de Purple K qui a comme 0,5 g de créatine était l'équivalent de si tu prenais 10 g de créatine. Là, j'ai dit des chiffres au hasard, je m'en rappelle pas, puis je veux pas m'en souvenir. Parce que la Purple K, au final, ce que c'est que c'est une forme de créatine encapsulée qui s'appelle pH Buffered. Donc, qui viennent modifier le taux de pH comme quoi ça serait mieux assimilé et que tu aurais plus de résultats. Mais au final, là, c'est la même affaire que ta créatine monohydrate que tu achètes en poudre que tu mets dans ton dos. Okay? Ouais. La grosse différence, c'est que pour avoir 5 grammes de créatine, tu as besoin de 10 capsules de Purple K. Mais personne ne prenait 10 capsules de Purple K. Là. On prenait 3, puis quand on voulait se sentir bête, on en prenait peut-être 4. Là. On dosait fort. Là. Puis t'avais techniquement 3 grammes de créatine. T'avais maximum 3 grammes de créatine. Ouais. Mais fuck, ça coûtait cher. Ça coûtait cher. Puis, ben, là, je viens d'en pull up un... on va le dire, là, c'est Fusion, le site c'est Supplements Canada. Purple K, 130 capsules. 130 capsules, c'est 65 servings, mais un serving, c'est 1500 mg. Fait que techniquement, t'as 30 servings, on va se dire la vérité. 30 servings de 3 grammes pour 40$. Ça a pas de fucking bon sens, man. Ça a aucun fucking bon sens. Puis un des trucs avec la créatine, c'est que c'est un des suppléments
que tu peux acheter cheap, puis tu vas avoir les effets, puis c'est pas grave. C'est l'inverse des fish oil. Là. Exact. J'achète ma créatine sur Amazon des fois quand il y a un gros rabais qui passe. Là. Exact. Puis tu vois, je te dis 39, là, mais réellement, ils disent qu'il y a un rabais de 38%. D'habitude, c'est 64$ pour 65 servings de 1,5 gramme. Ça n'a pas de fucking bon sens comment c'est cher. Puis c'est ridicule parce que en le sortant pour le voir, tu sais, ce qu'ils disent dans le fond, c'est qu'elle est les plus alcalines, la créalcaline. Puis ce que ça dit, c'est que une autre créatine qui serait pas alcaline, fait que toutes les autres créatines normales sont dans un pH entre 0.0 et 6.9, qui est la zone acide, qui ferait que ta créatine se convertit en créatinine quand c'est mélangé avec du liquide. Non. C'est ça le selling point. Ça. Comment tu peux dire autant de mensonges? Comment tu peux dire autant de mensonges sur un site officiel, puis mettre ça en vente libre, puis être vendu dans des... Je pense pas que la créatinine est vendue dans les pharmacies, mais dans les magasins de suppléments. Là. Je sais pas, man. Je sais pas, puis je sais pas comment un vendeur peut se sentir bien à genre dire, bon, mais regarde, voilà, la créatine, c'est la meilleure chose pour toi, take it. Man, je sais pas. Anyways. That's it. Fin pour la créatinine. Yeah. Achetez pas ça, guys. Non. Si je poursuis avec un des miens, l'arginine. Il y a un moment où j'achetais de l'arginine juste comme ça, comme vasodilateur. Puis, je pense pas que c'est pas mauvais en soi, c'est pas dangereux en soi. Par contre, je pense que c'est quand même un waste d'argent. On en a parlé un petit peu sur l'épisode du Mythbusters, des suppléments des fois qui n'ont pas nécessairement un gros impact. Puis l'arginine, c'en est un. D'un point de vue... je pense pas que j'ai déjà pris ça pour les performances. Je pense que c'était plus pour la vasodilation, les veines, de la pompe, et ainsi de suite, qui peut avoir un impact. Mais réellement, tant qu'à acheter ça, j'achèterais de la citrulline. Puis ça, j'en ai déjà racheté. Puis la citrulline, je l'ai pas considéré comme un waste of money. Parce que je le savais ce que j'achetais, puis je savais ce que j'en retirais. Versus l'arginine, les résultats que tu vas en avoir d'un point de vue vasodilatation sont vraiment pas aussi intéressants que, mettons, avec la citrulline ou avec même le glycérol ou d'autres suppléments comme ça. Fait que, not bad, just a waste of money. Fait que... So, je poursuis. On y va en rafale, j'aime ça. Pour être dans la même catégorie, j'ai déjà gaspillé de l'argent dans la bêta-alanine. Puis, pour être dans la même veine d'idée, c'est pas que la bêta-alanine, c'est un mauvais supplément. C'est juste que je comprenais mal qu'est-ce que ça faisait. La bêta-alanine, c'est une autre acide aminé qui est souvent dans les pré-workouts parce que elle a comme effet secondaire, qui n'est pas néfaste, qui n'est pas grave, une sensation de picotement quand tu apprends, soit au bout de tes doigts ou dans ta face. Souvent, le monde, ils prennent ça, ils sont comme « Ouh, mon pré-workout fonctionne, ça picote, est-ce que je suis craqué? » Mais comme, réellement, ce que la bêta-alanine fait, c'est qu'elle augmente ta capacité à répéter un effort. Yeah. C'est un supplément qui aide à avoir plus d'endurance. Fait que peut-être qu'il y a un effet positif pour quelqu'un qui fait du high rep dans son training, mais comme... Il faut que tu fasses quand même high rep beaucoup pour aller chercher les bénéfices en salle de gym, là. Yeah, c'est quand même haut. Je me rappelle plus c'est exactement sur quel time frame que ça va être le plus efficace. De mémoire, c'est entre 30 secondes et 2 minutes. La façon que ça fonctionne, c'est que la bêta-alanine, c'est un précurseur au nitrétoxide. C'est un building block de la carnosine qui t'aide à buffer l'acide dans les muscles. Ok, my bad. J'ai mélangé deux affaires. Ouais. So, c'est pour t'aider à buffer le pH, l'acide, le build-up de pH, d'ion H+, dans ton muscle ou au niveau du lactate? Par cœur, je le sais plus. Mais la façon dont je le vois, c'est pour... tu sais, ça va être bénéfique pour les performances de genre 1 à 10 minutes. Puis la façon dont je le vois, ce serait quelqu'un qui viendrait répéter des 400 mètres, courir 400 mètres, 1 km. Man, les events olympiques, y a-tu du 1500? Quelque chose de genre, tu sais, du 1 mile, quelque chose de genre. C'est pour ce genre d'event-là que tu vas avoir des bénéfices. T'sais, c'est quelque chose qui est comme à une haute intensité pendant un certain temps, ou des entraînements où est-ce que tu viendrais répéter les 400, des affaires de genre, mais réellement, dans notre contexte à nous, ça s'appliquait pas vraiment. Pas vraiment. Je pense que ça peut aider pour les trainings de conditioning qu'on faisait back then, là, les fameux 10-10, parce qu'il y avait vraiment un build-up d'acidosis qui se faisait. Et le supplément aide à buffer
puis je veux pas dire le terme acide lactique, là, parce que c'est pas ça que c'est. Parce que quand tu fais un effort, tu as un build-up, tu as l'impression que ça brûle, oui, il y a une accumulation de métabolites, Mais c'est c'est la pas de drop de l'acide. pH. T'sais. Exact, c'est ça, c'est la drop de pH. Donc, c'est vraiment au niveau des ions H+, alors que le lactate, qui était autrefois appelé acide lactique, c'est pas un métabolite. C'est une forme, notre corps s'en sert en fait pour produire plus d'énergie. Fait Mhm. que, mettons, quelqu'un qui a une bonne capacité à régénérer son lactate, il va avoir une meilleure capacité à régénérer son ATP et Mhm. de continuer de produire un effort. Mais bref, c'est pas si important pour la bêta-alanine directement, c'est juste que je veux pas dire le terme acide lactique, Ouais. mais ça aide à buffer le pH lors d'un effort soutenu. Mais comme il en Mhm. prenait, mais nous, ce qu'on faisait, c'était du power sprint, on levait des Ça n'a poids, rien on à voir. faisait de l'haltéro, on faisait des sprints. Ouais. Pas utile. Pas utile. Peut-être pour nos trainings de conditioning, mais Mais comme, encore, je veux dire, tu mais sais, quand on faisait encore, du ouais, ok, conditioning, c'était ouais. des 10-10, des 110. Tu sais, ton 110, là, il dure quoi? 20 secondes? Top? Ouais, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Il y a il y a l'effet quand même un répété. build-up, oui, à cause Oui. de l'effet de répéter, puis c'est pas parce que tu n'as pas une accumulation qui se mesure qu'il n'y a pas une production. Ce qu'on mesure, c'est la balance entre l'accumulation et le buffer. Donc, par exemple, pour le lactate, tu fais un effort en puissance, tu as une production de lactate. C'est juste que tu vas le récupérer plus vite qu'il va Mhm. s'accumuler. C'est Mhm. un peu le même principe pour ton pH et tes autres métabolites. Fait que je pense qu'il peut avoir un effet, mais il va juste être moins intéressant parce que ça sera pas ça vraiment ton limiteur. C'est pas ton build-up de pH qui va te limiter à faire tant que ça tes actions, peut-être juste vers la moitié ou la fin de ton workout, là, alors que là, tu as vraiment un build-up d'acide, que tu n'es pas capable de, de, de buffer correctement puis que ça nuit à ta récupération. Mais Mhm. comme tu as dit, c'est mini, c'est pas là que je mettrais mon argent en premier pour un joueur de foot, c'est sûr. Non. Mais si tu fais un sport d'endurance ou tu fais un sport style, tu fais du CrossFit, tu fais du MMA, tu fais du Muay Thai, Ouais. un sport où est-ce que là, il va falloir que tu soutiennes des efforts longtemps, là, ça peut être vraiment intéressant. Puis c'est un des suppléments qui fonctionnent bien Ouais. aussi pour aider la performance. C'est Mais juste que moi, pour un joueur de foot, j'étais un joueur de foot, waste of money. Ouais, puis pour en retirer des bénéfices, l'autre chose, c'est que c'est quelque chose qu'on prenait pré-workout tout le temps, c'est avant de t'entraîner. Pour en retirer des bénéfices, c'est un supplément que le moment auquel tu le prends importe peu, il faut juste que tu le prennes à tous Exact. les jours, un peu comme la créatine. Fait que, Exact, c'est ça. So, waste of money. yeah. Next one, les fameux BCAAs. Puis, il n'y a Mm. pas juste du mauvais au BCA. Je veux dire, les branch chain amino acids, l'isoleucine, leucine, valine, ça reste important. Par contre, le supplément de BCA en tant que tel, pour prendre de la masse, parce qu'à la base, c'est pour ça qu'on le prenait, là, pour nous aider à prendre de la masse musculaire, augmenter nous rendre plus anaboliques, si on veut. Tout ça, ben, c'est Mon pas ça que ça mari, fait. C'est anabolique. anabolique, mon gars. Anabolique, mon cher. Mais réellement, c'est pas ça que ça fait. Puis, est-ce que ça peut avoir des effets, excuse-moi, anti-cataboliques? Probably. Par contre, encore une fois, le seul moment où est-ce que je verrais l'utilité d'un point de vue anti-catabolique, c'est quelqu'un qui ferait quand même un gros effort à une grosse intensité à jeun sans avoir mangé pendant des heures et des heures avant, genre le matin. T'sais. Là, est-ce que tu peux avoir un impact positif anti-catabolique? Maybe, mais je suis même pas sûr si ton daily protein intake est correct. Si tu finis de Ouais, t'entraîner puis non. tu manges un certain repas, protéiné ensuite et tout ça. Écoute, puis même là, parce que qu'est-ce qui va être important, c'est de regarder ta balance de protéines overall dans ta journée, puis même dans ta semaine, tu sais, je veux dire, c'est un continuum, c'est pas, OK, là, je suis à jeun, je suis catabolique, ou faut pas que je sois catabolique. Parce que, quel autre moment que tu es très catabolique? Quand tu t'entraînes. Mhm. Quand tu t'entraînes. Mais c'est normal, puis tu as besoin de ce signal-là pour avoir un turnover positif. Puis, je veux dire, en tout temps, ce que tu veux voir, est-ce que ta balance de dégradation musculaire et ou de protein synthesis est à quelle place? Donc, si elle est égale, ben, tu vas maintenir ta masse. Puis si elle est positive, c'est là que tu vas bâtir de la masse musculaire. Mais c'est pas
faut pas que tu dises, OK, je suis à jeun un matin, je suis catabolique, je suis dans la merde. Parce que qu'est-ce qui va arriver, c'est que quand tu vas remanger, là, tu vas tomber dans une balance positive, puis overall, dans ta journée, si tu manges assez de protéines, ben, tu vas quand même build muscle mass ou maintenir ta masse musculaire. Mhm. Puis il y a une étude qui a été vraiment intéressante, qui a été très popularisée sur les réseaux récemment, sur le fameux 30 grammes de protéines que tu peux Ouais, prendre pour stimuler ton muscle protein synthesis maximum. ouais. L'étude en question a été faite justement sur des gens qui faisaient un jeûne intermittent. Quand ils brisaient leur fast, ils prenaient une très grosse quantité de protéines. Donc, je ne me rappelle plus, je pense qu'ils faisaient 30, 50, 60 grammes, puis ils comparaient les effets. Prenez pas mes chiffres et mes mots à la lettre, là, c'est juste pour l'idée générale. Puis, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que quand tu brisais ton fast, tu avais plus de leverage pour prendre plus de protéines, pour avoir une balance plus grande de façon instantanée. Mais overall, à la fin de la semaine, à la fin de la journée, ce qui était important, c'était la quantité totale de protéines que tu prenais pour le groupe qui était soit à jeun le matin, qui faisait l'intermittent fasting, ou le groupe qui mangeait 25 fois par jour. Ouais. C'était pas tant une idée de prendre 30 grammes à toutes les 4 heures, puis si tu ne mangeais pas le matin, ben, tu loupais ta fenêtre anabolique. Mhm. Non, exact. Il faut comprendre que quelqu'un qui ne mange pas de protéines, s'il prend des BCAA, ben c'est sûr qu'il va avoir des effets positifs parce qu'il y a déjà une Une lacune balance dans son négative. apport Ouais. dans son apport en protéines. Mais Mais, comme, il y a combien de quantité de protéines dans un pot BCAA? ben, Un scoop. techniquement, un scoop, Un scoop. souvent c'est des scoops de 5 grammes. Fait que 5 grammes. Fait que 5 grammes. Ouais, le Fait scoop que, en pèse 7, puis il y a 5 grammes de BCA, mettons. Là. ouais, fait que t'as 5 grammes de protéines dans un scoop. Fait que, tu sais, t'as combien de grammes de protéines dans un scoop de whey? On a Comme entre 20 et 3. 25. Ouais. Tu sais? Je veux dire, c'est là que je pense que c'est un waste of money. Puis, Puis maybe pour quelqu'un qui. l'autre chose, c'est souvent on le prenait intra-workout pour pas être catabolique pendant l'entraînement, puis ça, t'en as parlé. Mais l'autre chose, c'est, puis ça, je l'ai appris plus récemment, c'est que la période entre chacun des intakes d'acide aminé est important. La période réfractoire entre chacun de tes repas ou tes feelings d'acide aminé est important. Fait que de dire, bon, ben, je vais manger un pre-workout meal 1 et demie avant d'aller m'entraîner, puis je vais prendre des BCA pendant, puis je vais prendre un post-workout shake juste après, ben, t'as pas cette période réfractoire-là qui serait importante, à mon avis, de dire, bon, mais regarde, tu as besoin de ce break-là de toute façon. Puis, si tu manges 1 heure et demie ou 2 heures avant de t'entraîner, tu vas encore avoir des acides aminés en circulation dans ton corps pendant ton entraînement. C'est pas inquiétant. Fait que, Mhm, mhm. legit. Tant qu'à être sur les histoires de protéines, je parlais du supplément de collagène. Mhm. Parce que c'est un autre supplément où est-ce que j'ai mis de l'argent, où est-ce que je ne mettrai plus d'argent. OK? OK. Et l'idée, c'est que on se fait dire que le collagène, le supplément de collagène, peut augmenter notre santé ligamentaire ou tendineuse parce que ça va augmenter le collagène protein synthesis. Donc, la synthèse de protéines, de tissus, de ligaments ou autres. Donc, pourrait nous aider à récupérer suite à une blessure ligamentaire, suite à un entraînement que tu sens que tes tendons sont très sollicités ou whatever. Mais réellement, le, le supplément de collagène, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est une forme de. C'est des protéines, C'est une forme de mais protéine. tirées de tissus conjonctifs d'animaux. De Donc, différents acides aminés. exact, le profil d'acide aminé est précis. Puis, Ouais. ce qu'on pense, c'est que ça aide, étant donné que ça vient des tissus conjonctifs des animaux, mais que ça va aider à nos tissus conjonctifs. Parce que le profil d'acide aminé match celui du collagen protein synthesis. Mhm. Ce qu'on se rend compte, c'est que lorsque tu manges versus 30 grammes de protéines de collagène, 30 grammes de whey, les effets sur le collagen protein synthesis in vivo, donc sur des humains qui s'entraînent et qui récupèrent de leur entraînement, est le même. Donc ceux qui ont des effets positifs suite à leur supplémentation en collagène, souvent, c'est parce qu'ils vont juste prendre plus de protéines et donc ils vont être capables de mieux récupérer.
Ouais. C'est ça c'est ça qui est un peu dur aussi des fois à différencier dans la littérature parce qu'il y a quand même plusieurs études positives sur les effets du collagène pour la récupération au niveau des tendons ligaments, mais souvent, ces études-là ne comparent pas les effets d'une supplémentation en protéines de collagène versus une supplémentation en protéines point pour dire, OK, les protéines sont equate, maintenant, y a-t-il vraiment une différence? Et il y a d'autres affaires aussi, je pense que peut-être que tu veux parler par rapport au type de collagène. Puis, je veux dire, il y a quand même, c'est encore débattu, mais moi, pour l'instant, les effets sont vraiment pas assez clairs. Ça pointe pas, les études pointent pas dans la bonne direction pour dire que je vais mettre de l'argent là-dedans. Je vais préférer m'assurer d'avoir plus de protéines dans mon alimentation overall, and it is what it is. Ouais. Tu vois, ça, je veux dire, ça vaut plus de recherche, là. Il va falloir que je regarde plus. Par contre, ça fait hyper longtemps que j'ai pas pris de collagène, puis je n'ai acheté cette semaine. Je l'ai pas encore reçu, je n'ai acheté cette semaine pour pour mon genou, en fait. Fait que là, je fais de l'arthrose modérée déjà dans mon genou, puis semblerait-il que pour ça, il y a des types de collagène qui peuvent être intéressants, puis j'y crois, avec ce que je connais en date d'aujourd'hui, j'y crois, puis si j'ai investi mon argent là-dedans, c'est parce que je pense que ça va m'aider. Euh, Après ça, je veux dire, il y a vraiment, vraiment différents types de collagène. Puis ce que souvent le monde va acheter, c'est le pot de collagène le plus cheap. Tu sais, tantôt on parlait d'oméga 3 le plus cheap, mais il y a le même affaire avec le collagène. Puis ce qui semblerait être efficace, c'est tout ce qui est les peptides de collagène, qui serait du collagène dans une forme que ton corps peut utiliser. Est-ce que je pense que c'est overrated? Je pense que oui. Don't get me wrong, je pense que c'est overrated, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Surtout du fait que dans notre alimentation moderne, on mange énormément tout ce qui est muscle meat, tu sais, des poitrines de poulet, un steak ou peu importe, puis on mange très rarement les parties qui sont plus collagéneuses, les parties, puis ce qui fait que les balances d'acides aminés sont différentes. Par exemple, dans le muscle meat, il y a tout le temps plus de méthionine, beaucoup moins de glycine. La glycine, c'est un autre supplément que je trouve intéressant, que j'ai acheté cette semaine aussi, en fait, que j'ai pas encore reçu, mais que j'ai acheté cette semaine. Puis, pour moi, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Puis, il y a quand même en tout cas, dans plusieurs cours que j'ai suivis, là, je veux dire, c'est pas des études que je suis allé lire de chacun des cours que j'ai suivis, mais il y a des enseignants dans ces cours-là qui continuent d'en parler d'un point de vue récupération de certaines blessures, qui soient ligamentaires ou tendineuses, qui pouvaient avoir un bel impact avec collagène, vitamine C. Par contre, je suis pas sûr qu'ils sont tous créés égaux. Tu sais, souvent, c'est comme moi, je prends 10 grammes de collagène, quelqu'un d'autre va prendre un autre collagène en capsule, puis il y a genre 1 gramme, ou peu importe. Il y a vraiment une grosse variance, puis honnêtement, c'est pas mon expertise. Vraiment, vraiment pas. Fait que c'est pas, je pourrais pas débattre sur le collagène. Je pense que ça peut avoir sa place, mais je pense que c'est overrated. Est-ce qu'on wrap it up avec un dernier? On va parler de Il y en a-tu un quelque chose dernier, de... il y en a-tu un dernier que tu voulais parler? Moi, il y en a plein, là, mais Ben moi, ça fait quand même le tour. Les autres trucs que j'ai déjà achetés, mais que j'ai jamais comme vraiment dépensé énormément d'argent, c'est peut-être les trucs à la pharmacie, ok. avec un pot à 10 piastres par-ci par-là de vitamines, whatever, Ok. multivitamines. On, That's about it. Je vais rapid fire les autres que je m'étais listés, ok? Sans dire pourquoi, parce que, man, on n'a plus le temps. Fait que, ça sera pour une autre fois, mais je vais juste vous teaser sur pourquoi j'ai gaspillé de l'argent. Il y avait différentes formules pré-workout. Il y avait les suppléments de leucine. On en a parlé déjà un petit peu avec les acides aminés, avec les BCA. J'ai déjà acheté des suppléments de leucine. Euh, il y a les MCT oils. Il y a les suppléments de greens. On a parlé d'AG1 au début. Il y a les suppléments de fat burners que j'ai déjà acheté plus jeune au secondaire. Puis, il y a les suppléments de Tribulus, Test Booster et ainsi de suite. Fait que voici une liste, une courte liste de suppléments sur lesquels j'ai déjà gaspillé de l'argent. Honnêtement, des centaines, si pas des milliers de dollars. Là, à voir la liste qu'on a des trucs que j'ai déjà achetés, j'ai dépensé, gaspillé des milliers de dollars dans des suppléments comme ça. Si vous avez, euh, si vous avez des questions sur des suppléments, honnêtement, posez des questions puis faites pas confiance à tout le monde. Je vous dis pas de faire confiance à Bam et moi. On n'est pas nécessairement plus de confiance qu'un autre. À vous de décider si vous nous faites confiance pour vos recommandations de suppléments. Mais arrêtez d'acheter n'importe quoi. Pour de vrai, arrêtez d'acheter n'importe quoi. Man, ça me fait capoter voir ce que les gars prennent. Fait que, Au final, là, il n'y a pas un des suppléments qu'on a parlé qui va make it up
pour ta mauvaise nuit de sommeil. 100%. Tu vas make it up pour le fait que tu prends ton phone à tous les jours avant de te coucher puis que tu dors 7 heures par nuit à des heures par rapport. Il n'y a rien qui va make it up pour le fait que tu es sédentaire. Fait que comme, avant d'aller chercher le top de ta pyramide, le petit edge, le petit pourcentage que les suppléments peuvent t'amener, on a tous un travail à faire sur notre lifestyle, habitude, train hard. Je veux dire, mais c'est le petit edge que les suppléments peuvent t'apporter, c'est minime. Mais j'imagine qu'on est juste biaisé par le fait que je dépense de l'argent vers quelque chose, donc faut que ça fonctionne. Exact. This is it. That's a wrap. Merci beaucoup. Peace. Si tu t'es rendu jusqu'ici, un énorme merci pour ton écoute. Hey, puis si tu veux nous donner un coup de main, il y a une chose gratuite, facile que tu peux faire. Va nous laisser un review, soit sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. Va nous mettre un petit commentaire pour nous dire à quel point tu apprécies le podcast. Ou tu pourrais même le share à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Puis si tu trouves que ça prend trop de temps, hey, no worries, tu peux toujours nous laisser un 5-star review puis sans dire un mot.